Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir pour notre forum de la presse de ce vendredi 27 février 2015. Nous avons invité dans ce studio 3 journalistes, Youba Konaté du Zénith Balé, Baba Ama de Jeune Afrique et Mamadou Kane de Radio Clédoum. Avec eux, nous allons évoquer les sujets qui ont particulièrement marqué la semaine. Parmi ces sujets, l'évolution des pourparlers inclusifs intermaliens à Alger. Il semble qu'on est plus loin de la signature d'un accord. Les confrères se prononceront en tout cas sur là-dessus. Ils se prononceront également sur le rapport d'Amnesty International sur les droits de l'homme, un rapport présenté à la presse mercredi. Mesdames et messieurs, bienvenue donc dans votre émission Le Forum de la presse, une émission qui vous est présentée par Seydou Foma. Alors, chers confrères, bienvenue. Parmi les événements qui ont fait la une des journaux cette semaine, les pourparlers inclusifs intermaliens figurent sans nul doute en bonne place. Après un week-end calme, les travaux ont repris. Et à Alger d'ailleurs, il semble que les choses sont en train de s'accélérer parce qu'on apprend que, aux dernières nouvelles bien sûr, on apprend que la coordination des groupes armés serait prête à accepter le compromis proposé par la médiation. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Nous allons commencer par vous, Ama Baba de Jeune Afrique. Bonsoir. Ça inspire beaucoup de choses. Ça inspire la confiance entre les partis. Ça montre aussi que désormais toutes les parties sont engagés à aller vers un accord de paix pour enfin ramener la paix au pays. Alors, à vous maintenant du Zénith Balé, Youba Konaté. Merci M. Fomba de me permettre de donner mes points de vue sur l'actualité de la semaine dans notre pays. Et moi, je serai un peu plus réservé. Et je remarque que des jours au lendemain, il y a énormément de changements dans la dynamique du processus d'Alger. Moi, je reste méfiant à l'égard de ces changements quotidiens. Mais ces 2 jours, ces changements semblent aller dans le bon sens. Dans le bon sens, toujours. Vous me permettrez vraiment de réserver, d'être vraiment un peu, de garder un peu de réserve par rapport à cette situation. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que les vrais acteurs ne jouent pas à Alger. Ça, en tout cas, ça n'engage que moi, c'est l'impression que j'ai. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il y a une telle position. Les virages sont énormes pour moi, quoi. Parce que je ne comprends pas que... C'est-à-dire que quand le cinquième round là avait commencé, tout de suite sur la table, au moment où tout le monde pensait que la signature d'un accord était imminente, les mouvements, les groupes armés, et comment dirais-je, mettre sur la table encore le fédéralisme. C'est-à-dire qu'on revient au point de départ. 2 jours après, on signe, comment dirais-je, des accords de cessation des hostilités. 3 jours après, la tension monte et puis bon, c'est vrai, on peut le comprendre que c'est un peu la dynamique des négociations, c'est-à-dire faire les enchères pour pouvoir avoir, on peut le comprendre. Mais dans ces cas spécifiques, les acteurs sont tellement nombreux qu'on se demande, on ne sait même pas à quoi c'est fait. Maintenant, si dans les dernières informations que nous disposons, on dit qu'un accord est imminent, moi je vais être optimiste quoi, en bon malien. Et la paix, je pense que c'est ce que tout le monde recherche aujourd'hui dans ces pays, puisque les gens ont été vraiment assez émoussés par la situation de confusion. Mais vraiment, je reste un peu méfiant à l'égard de toute cette situation qui évolue énormément. Mamadou Kane de Radio Clédoum. Moi, je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça doit être une bonne nouvelle. Si cela s'est traduit dans les faits, dans les jours à venir, sur le terrain concrètement, dans le nord du Mali. Parce que ce qui est important, c'est de rappeler aux uns aux autres que nous jouons notre va-tout. C'est un peu comme le money time dans les baskets. Après ces rondes, il faut venir à Bamako signer un accord de paix définitif. Alors, si la coordination décide finalement de
voilà, d'accorder ces violons pour permettre au pays de souffler, c'est une excellente nouvelle. Mais les réserves de Yuba, je peux le comprendre également, parce qu'il y a eu beaucoup de tâtonnements, notamment lors du 4e round des négociations. Ce sont des secondes mains qui sont partis à Alger discuter avec les plus hauts représentants de l'État malien, ce qui est une insulte pour les pays. C'est de l'amateurisme ou presque. Moi, je n'ai pas du tout apprécié cela. La dernière fois, nous étions avec les ministres des Affaires étrangères ici même à la maison de la presse, Abdoulaye Diop, qui nous a rassuré que cette fois-ci, pour ces 5e round, ce sont vraiment des ministres, d'anciens ministres, des experts qui sont partis à Alger pour vraiment avoir cette fois-ci quelque chose de concret, de fiable pour revenir à Bamako. Parce que je pense que l'hôtel El Horaci est appelé à se vider et que les uns et les autres doivent se retrouver à Bamako, qu'ils le veulent ou pas. Voilà, je pense que ça doit être une bonne nouvelle pour les peuples maliens. À Alger, on n'en est quand même pas au premier round ni au deuxième. Est-ce qu'on n'a jamais été si proche quand même de la conclusion d'un accord? Merci, M. Fomba. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes très proches d'un accord, mais c'est qu'il y a des éléments assez troublants dans toute cette histoire-là. Quand vous prenez, par exemple, c'est l'évolution de ces derniers jours. C'est-à-dire que quand vous prenez la situation à Kidal même, puisque il y a un forcing de la communauté internationale, ça tout le monde le sait. On a même fixé un deadline pour que les gens signent. Bon, si les choses se déroulent de cette manière-là, est-ce qu'on ne risque pas d'aller trop vite en besoin? Puisque on a comme l'impression, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à New York, assis là-bas au siège des Nations Unies, qui décrètent les trucs, ça, en opposition directe avec les réalités du terrain. Et vous avez vu les dernières révolutions, comment les gens, le groupe armé était en train n'est-ce pas, de s'affronter, des trucs. Donc, il y a un vrai malaise qui est là. C'est-à-dire qu'à Kidal même, l'Amenoka qui se prononce, qui aurait dit qu'il est pour Maliens, des trucs, moi je n'en fais même pas un événement. Les gens ont suscité, ont crié. Pour moi, ce n'était pas un événement. C'est une personne, c'est vrai, chef traditionnel des Touaregs, c'est vrai, coutumier, mais pour moi, ce n'était pas un événement. Mais pourtant, les gens ont voulu en faire un, crier que oui, parce qu'il s'est rallié. Et tout de suite, on voit que les gens, après, il aurait peut-être subi des pressions, des trucs. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez que le volte-face est toujours là. Et c'est ça le problème. Et dans les rangs aujourd'hui du MNLA, il y a un problème. C'est-à-dire que tous les acteurs... Puisque si les gens, on a l'impression que les gens oublient un peu l'historique du mouvement. Ceux qui sont venus de Libye, qui constituent l'aile dure du mouvement, sont un peu en désaccord avec ceux qui sont venus trouver sur place. Et ça se comprend. Puisque les gens qui étaient en Libye, qui sont partis il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'est eux qui tiennent la réalité des armes. Mais ces gens qui sont venus ne sont pas profondément du terroir, ils ne comprennent pas beaucoup de choses qui se passent. Et si la paix était là aujourd'hui, demain, ils auront plus de difficultés à s'insérer dans la vie publique que les frères qui sont déjà du terroir qui sont là, qui n'ont jamais été quittés. Il y a tous ces problèmes internes-là. Et dans les rangs du MNLA aujourd'hui à Alger, vous voyez que tous les Moussa Agassarit, c'est-à-dire c'est avec qui nous avons fréquenté dans les écoles ici, qui par moment ou par aventure se sont retrouvés dans cette histoire-là. Ils sont plus à Alger. Ils sont tous au Maroc, en Belgique, des trucs. Ils ne suivent pas forcément les négociations. Donc ça veut dire qu'il y a au sein même du MNLA déjà il y a un problème et il y a un risque. Si la signature intervient dans ces conditions, moi je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure, mais il y a un risque de scission au sein de ce mouvement-là. Baba Amma de Jeune Afrique. Baba Ahmed. Baba Ahmed. Voilà. Pour moi, comme tu viens de dire, je pense que là, on est très proche d'un accord de paix. On n'a quand même jamais été aussi proche d'un accord de paix. Et ça, c'est très important. Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on sait que cet accord a été balancé sur l'Internet depuis hier soir. Et beaucoup de Maliens l'ont vu, l'ont lu. Et comme tout accord, il ne fait pas forcément l'unanimité, n'est-ce pas? Et donc, on verra comment est-ce que du côté de Bamako, comment est-ce que la rue va réagir, et de l'autre côté aussi de Kidal, et les gens qui sont pro-mouvement, on verra aussi comment est-ce que les gens ils vont réagir par rapport à ça. Et surtout, ce qui est très important, c'est on verra quelle attitude la médiation va prendre, n'est-ce pas, vis-à-vis si jamais l'ARIM manifeste
ou des choses comme ça, on verra comment est-ce que la médiation va se comporter vis-à-vis de ces mouvements. Bon, on n'est pas là pour le moment, mais voilà, donc on peut déjà se projeter et je pense que dans les jours à venir, on sera plus éclairé. Mais ce qui est sûr, c'est que l'accord sera paraphé peut-être dans les jours à venir, mais avant ça, est-ce qu'il sera paraphé voilà, donc on ne sait pas trop les circonstances, on ne sait pas trop quand, mais ce qui est sûr, comme ce que l'autre vient de dire tout de suite, Yuba, l'accord sera signé au Mali. Alors, tout ne sera pas automatique, on peut s'y attendre, mais si ces documents étaient signés, dites-nous, après tout, est-ce que ce ne serait pas un pas quand même, un pas important franchi vers la paix, Khan? Ouais, mais le chantier est là, et les chemins est semé d'embûches. Hein. C'est vrai qu'à Alger, ce qui se passe là-bas, nous sommes purement dans la théorie. Moi, je ne m'en tiens qu'au fait sur le terrain. C'est vrai qu'il y a une cessation des violences, des hostilités ces derniers jours à la faveur de cessez-le-feu. Quelle attitude ces groupes armés vont adopter demain après demain, dans une semaine? C'est cela la véritable question à se poser. Comment l'État malien va finalement s'organiser pour développer ces territoires qui fait quand même 800 000 km², dépourvus de tout presque, et dont les populations souffrent énormément aujourd'hui. Donc le document, s'il est paraphé, comme je le disais tantôt, c'est une excellente nouvelle pour les pays. Mais après, comment tout cela va se tramer? La grande question, elle est là aujourd'hui, parce que l'État malien, il faut le rappeler, est absent de Kidal. À Kidal, ça fait 4 ans, c'est la 4e année d'affilée consécutive qu'il n'y a pas d'école. C'est très important de les signaler. Dans les autres régions du Nord, Tombouctou et Gao, la dernière fois j'étais à Tombouctou, mais j'étais curieux de voir qu'il n'y a même pas de route dans cette grande ville historique du Mali. Donc le chantier, il est là pour l'État et pour les groupes armés. Donc, à essayer vraiment de tenter d'aplanir les difficultés pour permettre au peuple malien, une bonne fois pour toutes, de respirer un tout petit peu. Le document est après tout une synthèse quand même des différentes positions. Cela n'est pas un plus? Oui, certainement. Si la dynamique actuelle se poursuivait, qu'on en arrivait vraiment à signer l'accord, ce serait certainement, c'est sûr que ce serait une avancée majeure. Mais est-ce que ce serait véritablement la fin de l'histoire? Moi, je ne sais pas. Mais ce serait une avancée majeure. Ça voudrait dire déjà que l'ensemble des acteurs qui sont autour de la table à Alger sont en train de regarder dans une même direction. Mais il y a tellement de zones d'ombre dans cette histoire qu'il faut vraiment prendre les choses avec des réserves chaque fois. Mais dès lors qu'il y aura une signature officielle, une cérémonie, en tout cas à Alger, un pré-accord, et certainement à Bamako un accord, oui, ce serait une avancée majeure qui va permettre, une étape qui va permettre certainement de décrypter les points futurs à venir sur le terrain. Puisque c'est ça aussi la réalité. La signature d'un accord peut être la balise qui va permettre vraiment certainement de poser les autres sur. Mais on est parti pour un bon bout de temps. Ahmed Baba, la signature d'un accord, ce n'est pas automatiquement la fin des choses, mais vous ne pensez pas quand même que c'est quelque chose qui annonce déjà que la situation va évoluer dans le bon sens? On n'en est pas là. L'accord n'a pas été signé, il n'a même pas d'ailleurs été paraphé. Mais beaucoup d'espoirs se reposent sur cet accord et qui pourra être un pas important, n'est-ce pas, à aller vers la paix. Mais bien sûr, il faut les parapher, il faut les signer et puis les mettre surtout en exécution. 18h30, très bientôt à Bamako, dans un instant la suite de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Nous allons très bientôt entamer le deuxième volet de ce débat, mais nous allons revenir à la question que nous avions déjà abordée, le document dont il est question. Alors, on a dit si ce document est accepté, est-ce que c'est la fin de la crise? Vous avez entendu les uns et les autres, mais dites-nous, vous avez quand même jeté un coup d'œil sur ce document. Il est question là-dedans de beaucoup de choses, de décentralisation et d'autres choses. C'est un document qui vous donne satisfaction, Khan? Oui, je pense que c'est un document qui permet à l'État malien de maintenir sa position. C'est très important.
et de rejeter toute forme d'indépendance ou d'autonomie des régions nord du Mali. Ça, c'est extrêmement important pour un pays fragilisé comme le Mali qui sort d'une très grave crise. Maintenant, dans les documents, c'est vrai que les groupes armés tiennent toujours à l'Azawad. Ça, il faut le dire. Et c'est la source de toutes les préoccupations au niveau du nord du Mali aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que ces deux parties, notamment les groupes armés, je fais allusion notamment à un groupe d'autodéfense comme les Gatia, que certains prétendent déjà que c'est l'État qui finance carrément, l'État malien qui soutient carrément les Gatia pour pouvoir bouter hors du nord les groupes armés comme les MNLA. Dans l'ensemble, c'est un document qui me paraît acceptable parce que l'État doit rien mettre. Et ça, c'est très important. Et les groupes armés sont en état de faiblesse totale, notamment les MNLA aujourd'hui, qui n'a plus le droit de citer, il faut le dire, depuis quelques jours déjà. Donc, je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde, finalement, que d'accepter voilà ce qui était écrit. On va essayer de lire entre les lignes, et puis voilà, pour permettre à chacun d'avancer dans ce sens. Youba Konaté. Oui, merci M. Fomba. Oui. Moi, j'ai cru comprendre, n'est-ce pas, par rapport l'usage du terme Azawad, que c'est les assemblées régionales qui vont être mises en place et que c'est par la suite que les populations, sous forme d'un référendum, vont se prononcer sur l'appellation Azawad. Déjà, ça, c'est une bonne chose si on donne la parole aux populations et qu'elles s'expriment sur des questions comme ça. Et moi, je pense que l'essentiel même, tout le processus doit être, n'est-ce pas, cerné par des visions comme ça. C'est-à-dire que, puisque tout le monde dit que c'est au nom des populations qui se bat. Les MNLA dit qu'ils se battent au nom des populations du Nord qui souffrent, ainsi de suite. Les Gatia dit qu'ils défendent les populations. Le gouvernement du Mali dit donnons la parole aux populations. Et je pense que la forme de décentralisation qui est ainsi prônée peut apporter énormément de réponses à ces questions-là. Maintenant, il y a un gros risque, puisqu'on a fait tous ces chapelets de conventions, de trucs, mais le financement, c'est que ça va être comme les accords passés. Moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes, puisque on n'apporte pratiquement rien de nouveau. Tout ce qui est dans l'accord là, quand vous à des paramètres près, c'est pratiquement les mêmes choses qui reviennent. Maintenant, le problème des financements et quand les financements vont être acquis, la gestion de ces financements et autres là, vous comprenez qu'à Alger d'abord, dans les années 2000, tout l'argent qu'on a mis dans ces processus-là, mais on n'a pas vu forcément les impacts. Oui, sauf que cette fois-ci, le Mali est soutenu à bout de bras par la communauté internationale et je pense qu'elle veillera à la bonne gestion de ce fonds Youba, je crois. Je suis désolé, M. Khan, même les accords de 2000, la communauté internationale a financé 2006 oui, des années 2000 quand je fais allusion, a financé à 80-90%, les financements étaient de la communauté internationale. Youba Konaté, les pays doivent apprendre quand même à tirer les enseignements. Nous le souhaitons, c'est ce qu'il faut, justement. Puisque la gestion qui en a été faite de ces fonds-là, c'est ce qu'il faut éviter. C'est-à-dire que, si nous pouvons tirer des leçons vraiment de ces précédents accords-là, ça va nous être utile et ça va permettre... Et là, il y a un truc qui est là, il y a une petite différence, c'est-à-dire que la mise sur orbite des assemblées régionales avec énormément de pouvoir peut permettre vraiment de canaliser les options des autres. Mais je sais qu'il y a tout ça, il y a une lecture derrière tout ça. C'est-à-dire que les uns pensent que c'est une étape pour rebondir, les autres pensent que... Bon, on va voir. Ahmed le Baba des Jeunes Africains. Oui, justement, Youba, moi je pense que c'est un accord très important où il y a eu énormément de compromis, notamment les présidents des assemblées régionales qui seront élus au suffrage universel. C'est une première au Mali quand même.
il y aura également une part importante dans la décision des collectivités locales. Hein. Et donc, moi, je pense que c'est des choses très importantes qu'il ne faut pas négliger et qu'il ne faut pas non plus dire que oui, cet accord ressemble aux accords précédents, notamment en 91 ou 2006. Non, il y a eu beaucoup des avancées. Et voilà, donc je pense que c'est un accord quand même qui avance, qui innove hein, dans les différentes crises du Mali. Mais est-ce que c'est l'accord qui fait le plus important? Est-ce que c'est le dernier accord qui trouve toutes les solutions aux crises maliennes? Ça, l'avenir nous dira. Alors, il y a dans les documents, il y a la question du désarmement, celle du cantonnement et du redéploiement des forces armées. Concernant cette question, le document est-il suffisamment précis à votre avis? Je pose d'abord la question à Mamadou Kane. Non, parce que déjà, quand on prend l'armée malienne aujourd'hui, les soldats maliens, la situation est alarmante ici et là à travers le nord du Mali. Parfois, ils sont carrément logés dans un camp de la MINUSMA. Ils ne sont pas à Kidal, etc. Les groupes armés, malgré tout ce qu'on fait comme effort à Alger à travers les pourparlers, ne respectent rien ni personne finalement. Parce que quand on voit les récents événements au nord du pays, c'est quand même c'est triste pour le Mali d'en arriver là. Il ne se passe plus un jour sans que les armes ne crépitent, il ne se passe plus un jour sans qu'il y ait des tirs d'obus et contre les populations civiles et contre les forces de la MINUSMA ou même les forces Barkhane. Donc aujourd'hui, il faut que l'État malien prenne certaines dispositions permettant notamment aux forces loyales de sécuriser les civils notamment, parce que c'est eux qui paient toujours les prix forts à toutes ces bêtises humaines, notamment au nord du Mali. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a beaucoup d'efforts à faire. Il faut harmoniser les efforts des uns et des autres, notamment la communauté internationale, qui, je pense, de temps à autre, essaie d'être un peu tendre avec ces groupes armés, notamment les MNLA, qui n'ont qu'une légitimité aujourd'hui, de mon point de vue. Voilà, moi, je reste un peu sur ma faim par rapport à cette histoire de cantonnement ou de désarmement des groupes armés. Youba Konaté du Zénith Balé. Oui, si on se fie à ce qui est dit dans les trucs, il y a même une date qui est indiquée, on parle d'une période de 2 mois pour le cantonnement. Donc, on attend de voir. Là, je pense que la première vraie épreuve va être le désarmement et le cantonnement. Si déjà dans 2 mois, on arrivait, n'est-ce pas, à ce point-là, et à satisfaire du moins ça, à atteindre ce point-là, ça va être une avancée déjà. Mais il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a un aspect de la chose qu'on est en train d'occulter. On parle du nord du Mali. Et l'accord qui se trame entre le gouvernement malien et les groupes armés, oui. Et comment dirais-je, d'autodéfense. Voilà, les groupes armés et ceux qui ont une revendication politique. Les groupes qui ont des revendications politiques. Mais à côté de ces groupes-là, tout le monde sait qu'à l'ombre, il y a les djihadistes dans le nord du Mali. Bon, maintenant, dans le dispositif qui est annoncé, on dit, si on parvient à régler le problème des groupes qui ont des revendications politiques, l'ennemi est désormais commun à l'ensemble de ces acteurs-là, c'est les djihadistes. Mais est-ce que, avec cette donnée que nous avons, puisque nous avons vu comment, n'est-ce pas, la force française est venue combattre les djihadistes tout avec énormément de moyens. Il a suffi seulement que ces gens-là tournent le dos, qu'on voit comment aujourd'hui les djihadistes là occupent le terrain. Et souvent, et il y a l'autre problème, c'est que la différence entre les groupes qui ont des revendications politiques et les islamistes. Et souvent, ce n'est pas une frontière très clairement définie entre... Voilà, tout ça, ça fait énormément de confusion. Seulement, nous souhaitons que l'accord soit signé. Ça va être déjà une avancée. Et si, dans cette dynamique-là,
Et comme le dit le document que nous avons lu, dans 2 mois, il y a les cantonnements et toutes les opérations qui sont annoncées. Peut-être que ça va permettre, une fois de plus, d'éclairer les champs et de permettre au processus, puisque ça va être un processus très long, d'avancer. Ahmed Baba de Jeune Afrique, vous aussi, vous pensez que la question de l'interpénétration en terroriste, certains groupes armés est un risque par rapport à la suite des événements? Moi je voulais surtout parler du processus de DDR. Hein. C'est un pas important dans dans le retour de la paix au Mali, parce que tant que beaucoup des armes circulent, il y aura toujours de l'insécurité. Alors, le DDR, c'est un point important qu'il faut réaliser, mais surtout, il faut bien les réaliser. N'oublions pas qu'il y a quelques mois, l'aménagement, et puis ils ont essayé à faire le DDR juste avant les événements de mai 2014 à Kidal. Avec la visite du PM. Voilà, donc l'aménagement avait à un moment donné essayé avec les autres partenaires. Ils ont même commencé à cantonner certains, ils ont même identifié les points de cantonnement dans la région de Kidal, dans la région de Gao et Tombouctou et tout ça. Mais ils n'ont pas pu. Il y a eu toujours ce problème de financement qui va prendre les hommes en charge, qui va prendre leur nourriture, l'eau, tout ça. Et donc, et moi, dans les documents, dans les rapports, dans l'accord, je n'ai pas vu ces points-là. Alors, justement, c'est des points qu'il faut éclairer, qu'il faut donner tous ces détails-là. Ces hommes-là qu'on va cantonner, qui va les manger, qui va les donner à manger, qui va les donner à boire, et comment est-ce qu'on va assurer leur sécurité et comment est-ce qu'on peut veiller aussi à ce qu'eux aussi ils restent cantonnés et il ne faut pas qu'ils se promènent avec des armes. Donc, ça, c'est un point où j'ai pas vu, on n'a pas bien expliqué dans l'accord qui va prendre ces hommes en charge. Est-ce que c'est le Mali? Est-ce que c'est la communauté internationale? Est-ce que voilà, donc on ne sait pas. Alors, c'est un point important pourtant qu'il faut régler et bien sûr, maintenant, les groupes armés ne sont pas les seuls qui détiennent des armes dans le nord. Il y a les extrémistes religieux. Et maintenant, comment est-ce qu'il faut faire en sorte que voilà, les canaliser, et voilà. Donc, moi, je pense que le DDR, le processus du DDR doit être bien fait. Et ça, c'est un point important pour aller vers la paix au nord du Mali. Une réaction de Mamadou Kane de Radio Clédou? Oui, je rejoins mes deux confrères sur ce point. Donc, il faut qu'on organise tout cela. Parce que juste là, c'est vrai que ça reste assez flou et dans les textes et sur le terrain. Donc, mais nous sommes sous le joug quand même de la communauté internationale, il faut le dire. C'est un pays presque sous tutelle, la MINUSMA qui n'est pas là pour rien, la force Serval qui est là également pour nous aider. Je pense que le côté financement, Baba l'a dit tout à l'heure, ça fait partie de ses craintes. Je pense que ça va venir. Ça va venir. Maintenant, comment les hommes vont se comporter? Est-ce qu'ils seront prêts à rester disciplinés comme dans une salle d'école pour respecter les injonctions un peu des uns et des autres? Est-ce qu'ils ne vont pas se tirer dessus? Voilà, il y a beaucoup de revendications. N'oublions pas que le Nord, quand même, c'est une grande zone de trafic en tout genre. Est-ce que, voilà, les militaires également, on le sait, on ne le dit pas assez souvent, mais ils vivent également de ça, les groupes armés, voilà. Nous allons donc observer une courte pause avant de continuer ce débat. Une réaction, Un avis, un commentaire. réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Pour parler d'Alger, c'est de cela que nous parlons avec 3 confrères qui sont là en direct dans ce studio. On se le disait tout à l'heure, alors l'accord n'est pas encore signé, mais on se pose déjà des questions. Même s'il est signé, est-ce qu'il sera appliqué? Alors, la question, beaucoup se la posent, mais dites-nous, est-ce qu'on peut oublier que la communauté internationale quand même avait menacé au cas où quelqu'un faillira à son engagement quand l'accord sera signé? Alors, vous ne pensez pas que cela puisse avoir une incidence sur l'évolution des choses?
Yuba Konaté. Oui, ok. Monsieur Famba, merci. Oui, ça, c'est la pression de la communauté internationale. Je pense que si elle n'est pas trop forte, elle peut être utile. C'est-à-dire que tous les acteurs sachent qu'ils ne peuvent pas se permettre, n'est-ce pas, d'être le blocage. Et c'est-à-dire bloquer pour bloquer. Donc à ce titre-là, le regard de la communauté internationale, mais si ce regard-là est trop fort, ça devient aussi un problème, parce qu'on va obliger les gens à aller dans des dynamiques et à prendre des engagements qu'ils ne pourront pas tenir. Il y a ces risques-là. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, si vous voyez un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que quand on a fait la première proposition, la dernière mouture qu'on a donnée aux différentes parties, on a dit qu'ils avaient 48 heures pour l'examiner. Et aujourd'hui, on parle de 72 heures pour la signature, de plus en plus. En tout cas, en coulisses, c'est ce qu'on dit. On parle de dimanche, voilà, en principe. Voilà, pour la signature. Bon, pour paraffer. Pour paraffer, c'est ça. Bon, maintenant, si on paraffe, bon, c'est-à-dire que l'appui de la communauté internationale, c'est bien, puisque de toutes les façons, aujourd'hui, tous les acteurs, que ce soit le côté gouvernement, les groupes armés, nous sommes tous vraiment sous tutelle, c'est clair. Donc, ça peut être utile, mais si c'est trop fort, des gens vont se mettre dans des engagements qui ne pourront pas tenir. Et déjà, à l'application, ça va poser des problèmes. Ahmed Baba de Jeune Afrique, pensez-vous qu'il faut vraiment que la communauté internationale exerce la pression pour que, une fois l'accord signé, qu'il n'y ait pas de problème par rapport à son application, sa mise en œuvre? Je pense que tout dépendra des parties prenantes parce que un accord de paix, ça engage d'abord les parties prenantes. Et donc, s'ils signent un accord, je pense que la première des choses, c'est à eux-mêmes d'appliquer cet accord-là parce qu'ils pensent qu'il est favorable à eux ou parce qu'ils pensent que ça va ramener la paix dans leur pays. Dans toutes les façons, toutes les parties à Alger aujourd'hui, s'ils sont à Alger et qu'ils discutent, ils ont un problème. N'est-ce pas? C'est pas et donc, je pense que c'est ça, c'est surtout aux partis de montrer une grande responsabilité et d'appliquer cet accord. Maintenant, c'est vrai, l'ONU a communiqué là-dessus pour dire que toute partie qui ne prend pas qui ne respecte pas ses engagements, il risque d'être sanctionné. Toutefois, ils n'ont pas défini quel genre de sanctions. Mais voilà, mais ça fait partie des mesures pour que chacun puisse respecter cet accord de paix. Et je pense que s'ils signent, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils ne respectent pas leur engagement. Mamadou Kane de Radio Clédou. Moi, je pense que c'est très ambigu cette histoire-là, franchement, parce que les groupes armés, ils doivent faire parler leur bon sens. C'est-à-dire que quand on signe un accord, nous sommes tous des majeurs, des responsables. Vous ne pouvez pas vous déplacer de Bamako ou du nord du Mali pour aller jusqu'à Alger et discuter durant des jours avec la fatigue qui va avec. Accepter certaines choses même si ça fait mal à l'autre et après ne pas les respecter, quoi. Moi je peux pas comprendre cela, donc c'est vraiment il y va de l'intérêt du pays que les groupes armés ou même que les forces loyales, les forces armées maliennes pour une fois acceptent ce document pour aller vers la paix, la signature d'un accord de paix global et définitif prévu donc ici à Bamako. La communauté internationale ne peut rien faire si les groupes armés reprennent à prendre les fusils pour se tuer entre eux ou même pour s'attaquer aux forces armées maliennes. Comme Baba l'a dit, c'est juste des mesures dissuasives pour... Voilà, il a dit finalement, écoutez, l'État malien, voilà, si vos forces sur le terrain jouent à cela, c'est fini, on va vous couper le robinet, ces financements, vous ne l'aurez pas, etc. Mais les groupes armés, qu'est-ce qu'ils vont faire aux groupes armés? Est-ce qu'ils vont tirer sur eux? Quelle sera la réaction des populations? Voilà, je pense que c'est le bon sens de toutes ces personnes qui doit être prise en considération dans ces cas précis.
Je pense que Ahmed Baba de Jeune Afrique, oui, je pense qu'il ne faut pas quand même minimiser ces mesures. C'est vrai qu'en général, la communauté internationale, à travers l'aménagement et l'ONU, donne des mesures comme ça pour que chacun puisse respecter ses engagements. Mais quand même, on les a vus en mois de janvier. Ils ont tiré sur les positions de la coordination lorsqu'ils ont voulu attaquer Tabankort. Or, l'ONU a bien dit de ne pas attaquer. Mais est-ce que cela ne fait qu'empirer la situation? Alors, on voit le cas au Nigeria. Est-ce que ça permet à Boko Haram d'arrêter de tuer? Justement, donc ça c'est juste c'est l'usage de la force. Et donc moi je pense que l'usage de la force, quelle qu'en soit sa nature, il n'est pas bon. Et donc on les a vus à Gao, on a calmé la population et tout ça, et finalement ils ont ouvert le feu. Et donc moi je pense que cette fois-ci la communauté internationale et l'aménagement, ils sont allés quand même un peu plus loin, bon pas l'aménagement mais quand même selon les coulisses à Alger, il y a même un émissaire de l'ONU qui est venu et qui a même promis que pour que tout le monde puisse respecter ses engagements, que l'accord puisse être une résolution des Nations Unies. Et donc tout ça renforce cet accord-là. Ça donne plus de crédit. Ça donne plus de crédit, ça donne plus de force, ça donne plus d'encouragement aux uns aux autres. Oui, allez-y. Je voulais juste ajouter qu'ici, effectivement, la communauté internationale a énormément de moyens de pression. C'est-à-dire qu'il n'y a pas directement d'usage de la force. Il y a énormément de moyens qu'ils peuvent utiliser s'ils veulent pour que les partis respectent leurs engagements. Et tout se déroule à l'international. Et c'est eux qui tiennent tout le monde. S'ils veulent, ils peuvent faire énormément de pression pour que les uns et les autres respectent leurs signatures. Donc vous pensez que la pression pourra apporter ses fruits? Sur ce point précis, oui, je crois oui. Yad Agali, on va un tout petit peu parler de lui parce qu'il y a certains qui pensent que même si un accord était signé, même si elle devait être appliquée, il y en a qui pensent que lui, il peut négativement influer sur le processus. Est-ce votre avis? Nous commençons par vous, Mamadou Kane. Oui, ça reste quand même tête brûlée. Yad Agali, c'est un personnage très controversé, mais qui peut également paraître aujourd'hui très dangereux pour ce pays, parce qu'il y a Agali, c'est quand même en Sardine. En Sardine, on le sait, c'est AQMI. AQMI, c'est quoi? C'est un groupe terroriste. Donc aujourd'hui, Yad Agali, il a son mot à dire, clairement. Il a son mot à dire parce qu'ils ne sont pas invités à prendre parole pour parler, au même titre que le Moujao, tous ces groupes armés qui sont sur la liste noire de l'ONU. Donc aujourd'hui, il faut vraiment prendre en considération également cet aspect qui n'est pas du tout négligeable, parce qu'il y a Dagali, avec lui, tous ces hommes, qui a signé son retour il y a quelques mois, nous le savons, au nord du pays, après l'intervention du Serval. On pensait que oui, c'était fini. Là, c'est fini, il y a des morts, etc. Et les grands chefs du Moujao, ils ont tous été décapités. Mais non, ils sont encore de retour, voilà, ils ont repris du poil de la bête. Donc ça peut être l'épine voilà, dorsale, on va dire. C'est un gros caillou dans les chaussures des autorités maliennes et des forces armées maliennes. Ahmed Baba de Jeune Afrique. Bon, n'oublions pas quand même qu'en mois d'août 2014, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux djihadistes où on voit Iyad qui fait des menaces et qui dit qu'il veut clairement instaurer la charia au Mali. Et donc en clair, il est opposé à ce processus-là, et donc lui, il ne prend pas part. Alors, est-ce qu'il reste une menace? Moi, je pense que est-ce que c'est une menace? On l'a vu, le groupe Ansardine, ils ont attaqué les positions de l'aménagement de l'armée malienne et des Barkhane à Tissalit. Et donc, si ces attaques continuent dans les jours à venir ou dans les années à venir, c'est clair qu'il reste une menace.
Yuba Konaté, en 2 mots. Oui, merci, M. Fomba. Oui, moi, je pense qu'il y a une menace. Hein. C'est-à-dire que vous avez vu déjà qu'une bourse autorisée a dit, le président de la République a fait un plaidoyer sur IAD, et à la limite, l'a diabolisé. Et bon, ça, tout le monde a compris qu'il y a vraiment un problème pour le processus, puisque déjà sur ce point, vous voyez, n'est-ce pas, l'étanchéité entre les mouvements rebelles et les trucs, c'est ça justement le vrai problème d'IAD. Puisque dans la dynamique qui a fondé même ces négociations, on a dit clairement, c'est-à-dire qu'il faut faire la part entre les mouvements qui ont des revendications politiques et ceux qui sont djihadistes. Dès lors qu'on va pouvoir identifier très sereinement les mouvements qui ont des revendications politiques, les autres là, sont les ennemis de la nation, c'est les djihadistes. Et c'est cette identification-là, clairement, qui pose problème, justement. Et il y a d'en profite. Et c'est pourquoi il constitue un problème. Et sans compter la constitution du HCA qui... À la limite, on est venu demander à ces gens-là, bon, vous êtes islamiste, est-ce que vous êtes prêt à porter les revendications politiques pour qu'on vous insère dans le processus ou alors on vous attaque? Les gars, ils ont réfléchi, certains ont dit, ok, voilà. Donc il y a ce désordre-là est un problème. Donc, c'est sûr que nous allons nous retrouver une prochaine fois, très prochainement, certainement, pour revenir sur ces questions. Je ne saurais terminer cette émission sans vous demander quand même d'évoquer en quelques mots les droits humains. Les droits humains, il en a été question, beaucoup de questions cette semaine. C'était à la faveur quand même de la publication d'un rapport, celui de Amnesty International. Et dans ce document, beaucoup de pays africains sont cités, les Mali aussi. Alors, vous, hommes de médias, qu'est-ce que vous en dites, Ahmed Baba? Je laisse Kane commencer. Alors, Kane, vous commencez. Je pense que c'est un rapport qui interpelle la communauté internationale parce que clairement, Amnesty décrit notamment les manques d'inaction de l'ONU pour résoudre les problèmes et les groupes armés qui ont perpétré des attaques terroristes, des attentats dans au moins 35 pays dans le monde, c'est quand même inquiétant. Donc je pense que rarement notre planète n'a été aussi ébranlée par ces phénomènes terroristes. Donc maintenant pour les cas du Mali, très rapidement, vous savez que la commission dialogue, vérité et réconciliation traîne les pas. Il n'y a aucune avancée depuis plus d'1 an. Ça a été dénoncé par Amnesty, ce qui est bien d'ailleurs. Donc les rapports interpellent et c'est bien que les dirigeants de ce monde, au Mali déjà, on le sait, la libération des détenus qui ont commis des crimes, mais pour, je ne sais pas, quelques intentions ou d'autres, on les libère. Et voilà, c'est des choses qui ont été dénoncées et qui sont vraiment bien pour permettre aux autorités d'être responsables. Oui, ok. Je voulais juste dire que s'il y a une recrudescence des violences à travers le monde, il va forcément dire que la recrudescence et la multiplication des zones de violence nuit forcément aux droits humains. Ahmed Baba, en 2 mots. En 2 mots, rapidement, je vais juste préciser que l'accord parle de 2014. Les rapports. Voilà, 2014, 2014, précisons les choses dans leur contexte. Je pense qu'il parle notamment des événements de Kidal, avec ce qui s'est passé, avec la mort des préfets et toutes ces actions-là, ainsi que des prisonniers qui sont morts ici dans la prison centrale de Bamako alors qu'ils étaient malades. Donc je pense que c'est très important. Ces genres de rapports sont très importants de rappeler les violations des droits de l'homme et ça interpelle les pays à prendre leurs engagements, à prendre les mesures et à prendre leurs responsabilités. Et ça interpelle la conscience humaine. Tout à fait compris. Alors, je serais très heureux de vous retrouver quand même pour un autre forum de la presse. Alors, l'émission de ce vendredi 27 février est à sa fin. Et je vous rappelle que nous étions en compagnie de 3 journalistes, Yuba Konaté du Zénith Balé, Baba Ahmed de Jeune Afrique et Mamadou Khan de Radio Clédo à la mise en onde. Il y avait Salim Djouara et à la régie vidéo Peting Djara. L'émission vous a été présentée donc par Seydou Fomba et la réalisation a été assurée par Ousmane Djadje Touré. On se retrouve dans 2 semaines. Le Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le Grand Dialogue.
le grand dialogue